Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, des grands titres. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, exhorte les procureurs de l'auditorat militaire qui ont prêté serment ce mardi à toujours être caractérisés par la courtoisie et le savoir-vivre qui définissent les forces rwandaises de défense. Vous le verrez dans ce journal, la police nationale du Rwanda est invitée à déployer des efforts pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens en cette période de fin d'année. Cet appel leur a été adressé par le ministre de la Culture, plutôt de la Sécurité intérieure, Alfred Gassana. Et à l'étranger, l'Assemblée générale. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, exhorte les procureurs de l'auditorat militaire qui ont prêté serment ce mardi à toujours être caractérisés par la courtoisie et le savoir-vivre qui définissent les forces rwandaises de défense et à œuvrer pour que justice rwandaise ne soit pas souillée par la corruption. Kassim Youssouf nous fait le point. Les procureurs de l'auditorat militaire qui ont prêté serment devant le Premier ministre sont le lieutenant-colonel Kamirindi Jean Bosco, le lieutenant-colonel Jean-Paul Mubirigi Rwamfizi, le capitaine Gaspard Ndayambagé et le capitaine Jacques Kwizera. Après la prestation de serment, le Premier ministre leur a demandé d'être toujours caractérisés par la valeur de courtoisie et de savoir-vivre pour qu'elles se répandent partout. Nos forces armées remplissent comme il faut leurs attributions, même là où ils sont à l'étranger, dans le cadre des missions internationales, et nous vous demandons de poursuivre dans cette direction. Bien vous acquitter des attributions pour lesquelles vous avez prêté serment aujourd'hui, cela va vous permettre de promouvoir la valeur de courtoisie et de savoir-vivre qui va se répandre dans tout l'auditorat militaire et comme tout le monde le sait, non seulement pour les procureurs, mais c'est aussi la marque de tout militaire et nous exhortons tous les Rwandais à en être caractérisés. Le gouvernement vous exhorte à collaborer avec d'autres organes de l'ordre et ceux du système judiciaire et également avec tout ce qui relève de l'organe national de poursuites judiciaires afin de nous prémunir contre les crimes et nous protéger contre tout ce qui pourrait déstabiliser la souveraineté du pays. Toujours dans ce cadre, vous êtes également invités à vous prémunir contre la corruption et c'est ce que nous demandons à tous les Rwandais et encore davantage aux forces armées et encore plus aux procureurs car c'est là le système judiciaire. Le Premier ministre leur a en outre promis la collaboration du gouvernement et les a exhortés à travailler avec zèle, avec rapidité et de manière convenable, et c'est au nom du peuple afin que la population ait toujours confiance dans les forces rwandaises de défense. Ceux qui ont prêté serment indiquent être prêts à mettre tout cela en application en se basant sur le professionnalisme qui caractérise toujours l'armée du Rwanda. Les 4 procureurs de l'auditorat militaire qui ont prêté serment ce mardi ont été approuvés par le Conseil des ministres du 13 juillet 2023. La police nationale du Rwanda est invitée à déployer des efforts pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens en cette période de fin d'année. Cet appel leur a été adressé par le ministre de la Sécurité intérieure, Alfred Gassana, lors de la réunion de haut niveau qui rassemble tous les organes de police nationale. Encore une fois, Kassim Youssouf. La sécurité des personnes et de leurs biens a été le point essentiel de cette réunion de haut niveau rassemblant tous les organes de la police nationale. L'inspecteur général de la police du Rwanda, le commissaire général Namuhoranye Félix, a indiqué que le but de cette réunion est d'évaluer les réalisations et le plan d'action à venir. Turebe neza uko ibintu byagenze muri uyu mwaka tusoza
nitegure kuwusoza neza nta bibazo abanyarwanda. Évaluer avec efficience comment les activités se sont déroulées au cours de l'année qui s'achève et nous préparer à bien l'achever sans que les Rwandais et autres habitants du Rwanda aient été confrontés à des problèmes, surtout ceux en rapport avec la sécurité. C'est ce qui fait que cette réunion est importante parce qu'on se remémore de ce qu'on a rencontré et nous préparer à ce qu'on pourrait éventuellement faire face. Il y a ce qui est en rapport avec la situation sécuritaire et aussi ce qui concerne notre conduite et ses effets. Il sera également question du processus de professionnalisation de la police nationale qui œuvre selon les principes de l'organe de police et il y a aussi le programme de progrès. Le ministre de la Sécurité intérieure, Alfred Gassana, a rappelé aux participants qu'en période de fin d'année, l'on observe souvent des activités qui déstabilisent la sécurité et a demandé à la police de rester vigilante. Se préparer à achever l'année 2023. Comme c'est dans notre habitude, partout sur le territoire national, les Rwandais vont organiser différentes activités de clôture de l'année et celles d'ouverture de l'année 2024, notamment des concerts d'artistes, des séances de prière et autres. En période de fin de l'année, toutefois, on observe une certaine recrudescence des crimes dont le vol, les coups et blessures, les accidents routiers suite à la consommation excessive d'alcool et autres. Le rôle de la police nationale et du Rwanda est très nécessaire pour faire face à ces crimes, pour que nous puissions achever cette année et débuter l'autre dans la sécurité totale. La conduite des agents de police a également pris une place prépondérante au cours de cette réunion et ont été exhortés à afficher une bonne conduite, d'autant plus que la liste des 45 officiers de police révoqués a été publiée au journal officiel du 1er novembre cette année et que cette réunion de haut niveau va également approuver une autre liste des agents qui seront révoqués de la police nationale suite à leur mauvaise conduite. Les artistes indiquent que leurs œuvres jouent un rôle dans la visibilité du Rwanda, tant localement qu'en dehors de ses frontières. Fizi Eugène dispose à son domicile d'environ 500 différentes œuvres artistiques et le prix le plus bas lors de la vente de ses œuvres est d'un demi-million de francs rwandais. Lorsqu'il voit une calebasse, qu'il voit des vaches traditionnelles rwandaises Inyambo, parce que lorsqu'ils assistent à la danse rwandaise, les Rwandais n'expriment autre chose que les longs cornes de nos vaches. Lorsqu'ils font des sauts pour jeter la lance, cela démontre la bravoure des Rwandais. Ceux qui nous entourent trouvent que notre Rwanda est de l'or et c'est ce que j'exprime. Lorsque vous voyez des gens danser et que cet art montre comment les gens pratiquaient du sport sans difficulté, comme cela. Grosso modo, l'art parvient à parler et à s'adresser à tout le monde. L'artiste Kwizera Ezra a pris la décision de faire visiter ceux qui viennent au Rwanda à travers son art, les monts et les vallées qui font sa beauté, parce qu'il sait qu'ils n'ont pas assez de temps et qu'ils peuvent s'imprégner de tous les paysages du pays sans faire le tour de tout le pays. Lorsque beaucoup d'étrangers viennent à Kigali, ils y passent à peu près 3 jours et n'ont pas le temps de se rendre à Musanze ou à Gisenyi. Alors, grosso modo, nous leur amenons les paysages pittoresques du Rwanda ici en ville et c'est pourquoi les étrangers aiment notre manière de faire. Ce sont des œuvres d'art qui émerveillent ceux qui visitent le Rwanda
dont Peter Young, en provenance du Canada. Pour moi, malgré les randonnées que j'effectue un peu partout dans le monde, je trouve qu'en Afrique, surtout au Rwanda, il y a une voix forte qui se lève et les jeunes sont en tête pour transmettre cette voix assez loin possible à travers leurs occupations comme ces œuvres d'art, et cela aide à infirmer ce que l'Occident dit à propos de l'Afrique. L'artiste Bernard Wirassa revient d'un voyage en Chine où il a représenté le Rwanda à l'exposition qui a rassemblé environ 80 pays. Il admet qu'inculquer aux enfants le patriotisme, cela serait mieux fait à travers l'art. Abashinwa icyo kintu naragishimye cyane kuko bafata abana b'imyaka itatu ine bakajya ahantu nkuko natwe Ce que j'ai apprécié en Chine, c'est qu'ils prennent des enfants de 3 ou 4 ans, qu'ils amènent dans des places que nous avons aussi, et l'enfant commence à aimer cela alors qu'il est encore très jeune. Il apprend alors quelque chose de son pays. Même s'il est en classe, il peut apprendre autre chose à faire manuellement. C'est vraiment important et pas très sophistiqué. En plus de la visibilité du pays, la part du secteur artistique en général au produit intérieur brut est de 5%. L'Institut national des statistiques a fait savoir l'année dernière que le secteur touristique a augmenté de 36 fois, passant de 9 milliards de francs rwandais en 1999 à 328 milliards en 2016. Merci Kassim. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Kwetu Film Institute, en collaboration avec l'organisation sans but lucratif en charge des enfants souffrant des troubles mentaux, Uyisenga Nimanzi, et l'université Lincoln, ont procédé à la sortie de 3 films courts-métrages dont l'objectif est d'aider les enfants, les jeunes et la communauté à avoir des connaissances de base en matière de la santé mentale, car la bonne santé repose sur une bonne manière de penser, dit-on. Ces courts-métrages comprennent le film intitulé My Poem, ou Mon poème en français, qui parle du manque d'un bon épanouissement de l'enfant à l'école parce qu'il a vécu différentes situations conflictuelles qui pourraient entraîner son échec. L'autre film, Mon histoire, rencontre la situation d'un jeune qui a souffert de troubles mentaux suite au conflit domestique. Et le troisième, Sound of the Hill, qui, après moult problèmes auxquels un jeune a été confronté, il décide d'adopter la vie de la rue. Kwetu Film Institute dit que tous ces films s'inscrivent dans le cadre de la sensibilisation afin que les gens puissent avoir des connaissances sur la santé mentale. Et toujours sur le même thème, des experts en santé mentale exhortent les parents et éducateurs à prendre soin des enfants en les protégeant contre tout ce qui peut nuire à leur santé mentale. Ils indiquent que le développement considérable du numérique actuel ne peut pas remplacer la place du parent éducateur dans le suivi de l'enfant dans ses différentes étapes de développement. On suivait cette intervention. Pour voir la journée d'un enfant, on va commencer par le sommeil. À quelle heure l'enfant va aller au lit? Comment est-ce qu'il se repose? Et on va aussi se poser la question de qu'est-ce qu'il a mangé et comment il a mangé, sur quelle sorte d'heure il a mangé. 3 repas, 2 repas ou un repas et tard ou à l'heure qu'il faut. Et puis on va se poser la question aussi de l'entourage, de la famille. Comment l'enfant cohabite avec sa famille dans le système familial. Et donc, dans cette mélange, dans ce carrefour de tout ça, c'est là qu'on peut répondre, ce qui peut répondre à ça. Effectivement, si on va voir ça, on va se poser la question sur le jeu. Aujourd'hui, les parents ne sont pas disponibles. La plupart des fois, ils sont en train de chercher de quoi nourrir, ou sinon, ils sont ici, ils sont là. Il y a beaucoup de business, il y a beaucoup de travaux, enfin, ils travaillent, ils rentrent tard.
et donc ils n'ont plus le temps pour jouer avec les enfants. Eh bien, l'enfant va jouer tout seul. Mais avec quoi il va jouer? S'il a quelqu'un qui est à la maison pour s'occuper donc des assistants sociaux ou plutôt des assistants maternels ou des nourrices qui sont à la maison pour s'occuper de ces enfants-là, la plupart des fois, c'est très facile de mettre la télé. Ils vont regarder la télé durant, mais quelle émission, on ne sait pas. Qu'est-ce qui est dedans, on ne sait pas. Et deuxièmement, ça peut être les téléphones aujourd'hui, ou les tablettes, ou les iPads. C'est facilement accessible. Il suffit qu'il y ait Internet et puis l'enfant va jouer avec. Mais il joue quoi? Il joue avec qui? On ne sait pas. Et des fois, il y a même des choses qui peuvent passer, qui peuvent impacter l'enfant dans sa perception, dans ses pensées, dans la façon de voir les choses. Et autre chose, c'est de se poser la question du sommeil. À quelle heure l'enfant va aller faire dodo? La plupart des fois, les parents viennent tard. L'enfant est sur la chaise, en train de dormir. Oui, s'il y a la nourrice qui s'en occupe, il va l'amener au lit, mais tard. Et pour se réveiller très tôt. Et donc ça aussi, ça peut impacter sérieusement la vie mentale de l'enfant et surtout de ce qui concerne la concentration et l'attention. Quant à ce qui concerne aussi des résultats scolaires qui peuvent être impactés et aussi le développement mental. Et alors, parlant toujours des enfants, il y a aussi un problème qui est souvent évoqué aujourd'hui, c'est le problème de la concentration scolaire, disons, à l'école. Les enfants qui ne sont pas concentrés, et là, la plupart des gens sont amenés à se demander si le développement numérique et la technologie n'a rien à faire là-dedans. Ce manque de concentration chez les enfants, cette technologie, cette évolution du numérique n'a rien à voir à ce niveau. La technologie, le numérique, s'est bien développé ces derniers jours, d'une façon incroyable. Il y a le bon côté, effectivement. On a accès à tout facilement et partout. Bien évidemment, il y a un autre côté qui est sombre, surtout pour les enfants et aussi pour les adultes. Mais chez les enfants, je me rappelle bien quand on était à l'école primaire, pour nous apprendre à compter, on nous demandait d'amener les haricots, par exemple, d'amener les tomates, d'amener les pommes de terre, les objets concrets. Méthodologiquement et pédagogiquement, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas oublier. C'était pratique et c'était méthodique et pédagogique. Aujourd'hui, avec cela, un enfant va penser qu'il sait bien compter, mais il n'a pas touché cela. Donc, de passer à l'abstraction, c'est difficile si on n'a pas commencé par ce qui est réel, donc ce qui est matériel. Le toucher matériel fait aider l'enfant à grandir autrement et à se mettre dans cette abstraction, effectivement, de ce qui est du calcul. 1 et 2 et 3, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'enfant va commencer plutôt par ce qui est abstrait pour pouvoir se demander s'il peut le mettre en matériel, en pratique. Et c'est difficile, d'autant plus qu'ils ont déjà dépassé un niveau d'âge et de développement. Autre chose qu'on peut répondre par rapport à ça, c'est le numérique d'aujourd'hui donne beaucoup d'informations, mais ces informations sont mal et très mal interprétées. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, je vais aller en chimie par exemple, on cherche sur Internet, on trouve, mais l'interprétation qu'on va y mettre, on se dit qu'on connaît les choses. Aujourd'hui, on sait qu'on sait tout, mais on ne sait rien du tout, parce que l'interprétation, c'est ça ce qui donne sens à ce qu'on a lu. La grande édition continue sur la télévision rwandaise. Le réseau des femmes et filles qui prônent le développement du milieu rural et les femmes juristes demandent à ce que la loi régissant la santé reproductive soit révisée pour inclure des dispositions permettant aux mineurs un accès facile aux services de santé y relatifs. Ce réseau ainsi que les juristes souhaitent que la loi dont il est question soit révisée, bien qu'il y avait seulement que 3 ans qu'elle avait été révisée. Okanawana Rose, juriste, présente les défis de cette loi régissant la santé reproductive. ariko
Dans cet article 125, il est indiqué que l'avortement se fait par un médecin. Cela veut dire que les défis et qu'il y en a peu, et même les gynécologues ne sont pas nombreux. Et encore, cet article 126 est impératif que lorsque un enfant, un parent ou tuteur doit l'accompagner. Alors ici, même certains parents ne comprenaient pas comment un enfant pouvait leur demander de les accompagner pour avorter, ce qui constitue un défi. Un autre défi est que l'arrêté ministériel du ministère de la Santé qui demande à ce que tout cela se fasse dans les hôpitaux ou bien dans les polycliniques. Et dans le pays, il n'y en a pas largement suffisant, surtout dans les milieux ruraux. Et même la majorité du petit nombre qui existe constitue les hôpitaux et les cliniques des religieux qui sont contre l'avortement. Alors il serait convenable que les centres de santé soient équipés et autorisés à le faire également, jusqu'au même poste de santé. Du côté des enfants, il est très difficile de demander à leurs parents de les accompagner pour demander un service d'avortement. Par exemple, pour une fille qui tombe enceinte, c'est pratiquement difficile de demander à sa mère de l'accompagner pour demander un service d'avortement. Urguamo Athanase, un consultant d'Ami Canada, s'exprime à ce propos. L'Ami Canada, avec l'appui du ministère des Affaires mondiales, a lancé un projet SDSR, c'est-à-dire santé, droits sexuels et reproductifs, avec le partenaire rwandais qui est le réseau des femmes pour le développement rural. Ce projet vise à améliorer certaines conditions de la santé sexuelle, surtout en mettant un accent sur la sensibilisation, sur l'éducation, sur le plaidoyer. Et voilà, aujourd'hui, on était sur le chapitre du plaidoyer. Et le plaidoyer vise à sensibiliser l'autorité publique pour qu'il puisse modifier les lois, faire remplacer les lacunes et les obstacles par des dispositions qui améliorent les conditions de la vie, de la santé sexuelle et reproductive. Et là, il y a des chapitres, comme vous l'avez entendu, de la voix de la consultante en droit, Maître Rose. Et il s'agit surtout d'améliorer sur l'avortement des mineurs, sur l'exploitation abusive des mineurs, sur l'éducation sexuelle en famille et sur la dispense, l'amélioration surtout des conditions pour ceux qui exploitent abusivement les enfants. Et alors, je crois que vous l'avez bien suivi et on demande à ce que les conditions d'avortement soient vraiment améliorées. Oui, on a trouvé les obstacles, Madame Rose les a décrits, et surtout sur les lois justement qui portent sur l'exploitation abusive des enfants, le processus d'avortement des mineurs, et surtout la condition qui exige que quand une mineure exploitée veut faire un avortement, il doit être accompagné par les parents, alors que surtout dans les valeurs positives rwandaises, cela reste une question presque taboue, et surtout que la plupart des Rwandais sont des croyants, catholiques, protestants, mais généralement chrétiens. Et alors il y a des conditions de tabou qu'on doit améliorer dans l'éducation sexuelle en famille et aussi dans le programme de l'État pour l'éducation sexuelle. Mon souhait est que toutes les ONG qui étaient ici, les représentants gouvernementaux qui étaient ici, que nous puissions tous mener une action de sensibilisation de l'autorité publique pour pouvoir revoir ces lois. Et c'est possible et nous sommes sûrs que nous allons
réussir et nous allons convaincre l'autorité, surtout le législateur, pour qu'il puisse bien dégager toutes ces lacunes et tous ces obstacles sur la loi. Depuis 2016, plus de 300 000 est le nombre de naissances non planifiées, un nombre qui aurait pu être réduit si la loi régissant la santé reproductive avait été révisée. Merci Amandine. Présentation ce lundi du livre Afrique et mondialisation, Rwanda d'hier et d'aujourd'hui, de Mukama Kayiranga Alphonse. Dans ce livre, l'auteur déconstruit le mythe de la mondialisation inclusive. En se référant aux expériences du Botswana et du Rwanda, il montre que l'émergence du continent africain se fera avec le changement du paradigme, surtout en ce qui concerne le leadership, la démocratie, la gouvernance, ainsi que l'accélération de l'intégration politique et économique. Alphonse Mukama explique comment lui est venue l'idée d'écrire ce livre. L'idée d'écrire ce livre m'est venue après plusieurs discussions avec des amis dans plusieurs pays africains. Les questions revenaient très souvent sur la question de la crise de la gouvernance en Afrique. Occasionnellement aussi, la question qui venait, c'était l'origine du génocide contre les Tutsis en 1994. Cette question n'est souvent pas bien comprise par les observateurs extérieurs du Rwanda. L'auteur indique également que l'Afrique se trouve à la croisée des chemins et qu'elle peut saisir sa chance pour faire partie intégrante de la mondialisation. Il a indiqué que son livre s'adresse en priorité à la jeunesse africaine. L'objectif que nous recherchons en réalisant cet essai, c'est de donner à la jeunesse africaine des instruments conceptuels qui peuvent leur permettre de comprendre d'où vient la crise de la gouvernance en Afrique. Nous offrons à la jeunesse africaine un outil de travail qui leur permet de gagner du temps, d'avoir une base conceptuelle pour comprendre les défis du moment et pour pouvoir chercher les solutions. Pour le moment, il y a beaucoup de bouleversements à travers le monde et l'Afrique doit se mettre... Le gouvernement du Rwanda apporte des précisions sur la demande des États-Unis sur le cessez-le-feu de 72 heures dans les affrontements entre le M23, les FARDC et leurs alliés. La position du gouvernement rwandais est très claire. En fait, le communiqué que vous avez vu du Bureau des Affaires étrangères, je crois, si je me trompe, des États-Unis, c'est juste dans la continuité de ce qui s'est passé depuis le mois passé. Et il y a eu des intervenants, des autorités, de hautes autorités des services de renseignement, de sécurité, qui ont pris la charge ou qui ont pris la décision de faire la navette entre les deux capitales, Kinshasa et Kigali, pour essayer de trouver une solution, qu'elle soit au départ provisoire et par après peut-être définitif, au problème qui se passe de la guerre qui se déroule à l'est de la RDC. Bon, aujourd'hui, on est en train de parler de l'accord entre les forces armées qui se battent avec les milices, avec les groupes armés à l'est de la RDC qui ont accepté un cessez-le-feu de 72 heures. Ça, c'est une très bonne chose. Le Rwanda soutient cette position. On parle du Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda a toujours aussi réclamé, a toujours démontré qu'il y avait un problème de sécurité grâce aux groupes armés qui souhaitent déstabiliser le Rwanda et qui l'ont déjà fait, pas une ou deux ou trois fois. On espère que le fait que les États-Unis ont pris la décision de prendre ce problème, d'essayer de le résoudre entre les deux pays, c'est une bonne chose. Ça, c'est clair. Deuxièmement, le fait qu'il y ait des résultats minimes
soit ces résultats. C'est aussi une bonne chose. Parce que 72 heures d'accalmie, 72 heures de cessez-le-feu, pourquoi pas ne pas commencer à partir de ces 72 heures pour essayer d'avoir une semaine? C'est ce qu'on espère. Et si on a une semaine, pourquoi ne pas s'asseoir cette fois-ci et essayer de voir quelle est la cause profonde de ce qui se passe au Congo et de trouver une solution? Et puis, ça montre autre chose. Ça montre également que s'il y a une volonté politique entre les deux gouvernements, entre les belligérants, avec l'aide des pays de la région, s'il y a une volonté politique, il y a moyen de résoudre ce problème par les discussions, par les négociations et non pas par les armes. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.